On va enregistrer les deux versions, français et anglais. Alors, on veut reconnaître le colonialisme. Arrive ici à travers les différentes régions de l'île de Tortue. Les personnes qui habitent sur les territoires non cédés, les territoires de traité. On a besoin de reconnaître que la réduction de ces mâles et ces torts, c'est de vraiment changer les institutions, les pratiques et nos manières de penser. Le colonialisme existe encore avec nous aujourd'hui. On a besoin d'être dédié à travailler, d'avancer, d'avoir un futur plus inclusif et juste. Alors, juste pour parler un peu de nous autres, on est financé par le programme de Santé Canada sur l'usage et dépendance aux substances. On essaie de focuser sur l'apprentissage et l'échange de nos apprentissages. On a une association de plusieurs alliances qui travaillent ensemble. On travaille sur une manière prescrite et médicale. Vraiment, ça, c'est notre focus en ce moment. Par contre, on appuie des différentes manières de travailler sur la réduction des méfaits. On crée des différents outils et on crée les dialogues, on fait des programmes de mentorat, des différents programmes. On veut aussi travailler sur la construction de nos communautés et on a plusieurs ressources et littérature. Alors, si ça vous intéresse, alors, vous pouvez regarder dans les clavardages. Je vais mettre plus d'informations dans les clavardages pour notre site web et tout ça. Alors, on a quelques événements qui vont arriver. Le prochain, c'est le 7 février. Alors, c'est d'imaginer l'approvisionnement sécuritaire ou plus sécuritaire. Alors, c'est avec la coalition sur la recherche de politique de drogue au Canada. Et on va aussi mettre le lien dans le clavardage pour enregistrer pour cette webinaire. Et la prochaine topic, ce webinaire, le sujet chaud, on a Dylan qui vient de Kootenay Insurrection for Safer Supply. Alors, c'est pour l'approvisionnement plus sécuritaire pour les communautés plus rurales et éloignées. Alors, ça serait un autre webinaire vraiment intéressant et vous pouvez passer à travers le lien dans le chat et notre site web. Alors, si jamais vous avez des enjeux techniques, on ne peut pas vous aider. Aussi, on ne peut pas vous aider. Souvent, si vous juste quittez le webinaire et revient, ça va fonctionner. On a aussi le sous-titrage et aussi aujourd'hui, on a la traduction simultanée ou l'interprétation vers le français. Alors, en bas de votre écran, il y a un petit icône du monde, un globe, et vous pouvez choisir votre langue. Alors, vous pouvez le choisir en français ou en anglais. Je vais essayer de le faire en français, mais peut-être si jamais vous aimerez l'interprétation vers le français, il faut sélectionner français en bas de votre écran. On a un certificat pour la présence. Alors, si jamais vous avez besoin d'un certificat pour votre présence ou attestation à cette webinaire, il faut juste nous donner votre nom et votre courriel, et puis ça va être automatique. Ça va vous envoyer une preuve d'attestation à ce webinaire aujourd'hui. Je vais arrêter le partage d'écran et là, je vais présenter Corey, qui est basé en Colombie-Britannique, qui utilise les pronoms lui ou il. Il travaille dans la réduction des méfaits en Colombie-Britannique et les infirmières. Et je vais lancer ça vers Corey. Alors, bon matin, bon après-midi, tout le monde. J'ai vraiment hâte d'écouter et voir toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Et je veux juste souligner ce regroupement national pour parler de toute cette programmation sur le
l'approvisionnement plus sécuritaire, ça va être génial. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'espère que je ne vais pas avoir des problèmes techniques, qui est souvent le cas. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois des pouces en l'air. OK, excellent. Alors, je vais commencer avec un petit préalable. Des fois, on parle des perspectives sur l'approvisionnement sécuritaire sur le fentanyl prescrit. Vous allez apprendre rapidement qu'on veut parler plus de nos expériences et les personnes qui aident avec la prescription et l'approvisionnement sécuritaire. On ne dit pas que c'est l'unique option. On veut assurer que ces programmes sont flexibles et vraiment résultés dans la réduction des méfaits. On sait qu'il y a beaucoup de frontières, barrières et limites à ces programmes. Alors, on veut vraiment parler de ça aussi. Avant d'avancer, je veux parler de notre groupe Safer KTE. On travaille à travers l'île Tortue et on honore les personnes autochtones qui ont voler leur territoire et qui continuent à résister au génocide et s'attaquer aux causes profondes de l'approvisionnement en drogues toxiques profondément liées aux décolonisations. Aussi le fait que nos expériences sont prises avec les personnes, avec les expériences vécues dans la consommation de drogue et sans leurs initiatives pour sauver les vies et la réduction de méfaits, on ne serait pas où on est en ce moment. Alors, pour l'introduction rapide aujourd'hui, alors vous ne devez pas trop entendre de moi aujourd'hui. Je suis ici vraiment pour animer la discussion aujourd'hui parce qu'on a des personnes incroyables. Alors moi, je vais juste rapidement parler d'un projet de connaissances et échanges. Ce projet, un bref histoire. On va faire un panel, tous les panélistes, on va avoir plusieurs questions. On va vraiment encourager les participants de poser vos questions. On veut vous entendre et vraiment comment vous pouvez implémenter les programmes de fentanyl prescrit dans les programmes d'approvisionnement plus sécuritaire. Et alors, ce programme Safer Knowledge, c'est vraiment financé par le programme de Santé Canada de l'usage de dépendance aux substances, PUDS. C'est vraiment pour renforcer les capacités, développer des sites communautaires, partager les leçons, les échecs. On fait beaucoup de collaboration sur la recherche et évaluation, un peu développement de ressources et aussi comment on peut franchir les obstacles et comment on peut mieux en mettre à échelle des différents programmes et c'est où les trous qu'on a besoin de réinvestir pour enlever tous ces barrières ou des défis à accès. Alors, avant la pandémie, euh, c'était vraiment les théories. On parlait des documents, c'est quoi l'atténuation des risques, mais on ne savait pas exactement de quoi ça aurait l'air. Mais quand la pandémie a commencé, on a vu le changement dans l'approvisionnement des drogues et que le monde avait vraiment des problèmes en utilisant ce document parce qu'il y a tellement de frontières et obstacles accéder à ces programmes. Et nous, à notre organisme AVI, on a évalué un modèle prospectif pour l'approvisionnement prescrit plus sécuritaire. Et ces personnes ont fait vraiment de réseautage, personne à personne, utiliser le hydromorphone et qu'on voyait que certaines personnes accédaient pas à nos programmes parce que ce n'étaient pas les bonnes drogues, ce n'étaient pas les bonnes formules. Et on a créé un clinique où on a pu accéder à des différents types de fentanyl, patch, un qui peut être des suds, un qui peut être injecté aussi. Et à travers ça, avec ce clinique, on continue à travailler à travers le projet KTI, cette de connaissance et transfert d'échange. Et qu'est-ce qu'on fait jusqu'à date? On travaille avec le financement de PUDS, on,
on est des amis sur Facebook, mais pas dans une relation officiellement. On fait travail sur leur politique, on va leur appuyer un peu, c'est quoi l'équipement, les sites ont besoin, on veut former leurs employés. Et on fait beaucoup d'évaluations et de sondages d'évaluation pour vraiment les différents opérateurs de ces programmes, c'est quoi les gros obstacles dans leur programme. Alors, on fait un suite avec les formations et puis si on va conclure en relation avec un organisme partenaire, on va recevoir leurs expériences et on va entendre c'est quoi tous les frontières, c'est quoi les obstacles, qu'est-ce qu'ils pensaient d'avant et réellement c'était quoi les obstacles parce qu'on va récolter toutes ces informations pour essayer de donner plus de recommandations pour aller en avant. Pour parler de quelques perspectives qu'on a déjà entendues, ça c'est quelques citations qu'on a entendues des différents obstacles à l'implémentation et souvent on va être vraiment honnête au KPI. Alors, on veut vraiment enregistrer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est où les trous dans ces programmes. Alors, on parle des différents problèmes. On parle de la médecine, de la dépendance. Des fois, il manque la capacité des médecins. Et on ne peut pas créer un modèle flexible qui est vraiment basé, on est limité dans ces modèles plus médicaux. Et d'autres personnes ont dit, le délai, c'est trop long, on ne peut pas aller assez vite parce que avec le modèle de financement, il y a tellement de pression pour avoir les résultats et les cibles. Il y a trop de poids sur l'équipe et on n'a pas assez de financement continuel et c'est tellement difficile. Une autre personne a dit, je pense que nos cœurs sont dans les bonnes places, nos sentiments, mais si on veut vraiment avoir un meilleur programme d'approvisionnement sécuritaire efficace, on a besoin d'offrir des options des jeunes, d'accroître l'accessibilité à un approvisionnement des drogues réglementées. On a besoin de donner le pouvoir que ces personnes puissent guider leurs propres soins. Et beaucoup des problèmes qu'on a, c'est juste 4 mois de ce programme existe. Et j'ai noté quelques autres exemples, quelques affaires qu'on a appris sont notre niveau, on voit les modèles de financement sont vraiment précaires. Il y a vraiment des moitiés pas. On ne va pas assez loin avec ces programmes. Ces programmes ont vraiment besoin d'aller plus loin. Alors, j'ai juste besoin de. J'ai reçu une petite note que j'ai besoin de ralentir un petit peu. On sait qu'il y a une tension importante entre la médecine pour la dépendance et la réduction des risques. Et les enjeux reliés à la benzodiazépine dans les cas des individus qui peuvent être en manque et si leurs besoins ne sont pas compatibles avec ce qu'ils sont capables de recevoir par les fournisseurs, c'est évidemment un grand problème. Nous avons aussi un manque au niveau de les programmes sont très différents les uns des autres et souvent dépendant du lieu, de la communauté, quel type de personnel et gestion de personnel, quelles sont les heures d'opération, la relation de cette organisation avec la communauté aussi, et évidemment le manquement et la différence entre les connaissances que nous avons et ce que nous pensons que nous devrions faire. La chaîne d'approvisionnement aussi est un enjeu plus significatif que ce que nous avions réalisé initialement. On n'est pas en mesure de répondre aux disruptions de cette chaîne d'approvisionnement. S'il y a des manques ou des pénuries, ça nous laisse dans des situations très difficiles. Évidemment, on regarde aussi pour ces programmes comment faire pour les échelonner, grandir l'échelle à partir d'un petit programme de pilote
pour travailler vraiment à une échelle plus large. Donc voilà, c'est un peu un portrait du projet KTE, qui nous sommes, avec qui nous travaillons et les leçons que nous avons apprises jusqu'à date. Et maintenant, je vais passer à introduire notre superbe panel, notamment Lauren Cartwright. Laura, elle est à Safer KTE, elle est la consultante principale. Elle est située en Colombie-Britannique. C'est une travailleuse de premier front. Elle a l'expérience en travaillant sur le Lower East Side de Vancouver. Et lors des 12 dernières années, elle travaille à une initiative pour fournir de l'approvisionnement plus sécuritaire, notamment avec une équipe d'échange, tout en travaillant avec des gens qui vivent sans logement, des personnes sans logement et des personnes qui consomment des drogues. Notre autre invité est un spécialiste dans la santé mentale et la dépendance. Il se spécialise dans les traitements et Dr. Dehari est déterminé à réduire le nombre de surdoses au Canada et au-delà. On a aussi Kelsey Roden. Kelsey a gradué de l'école de médecine à UBC. Elle a continué en médecine pour graduer en 2019. Et elle a complété son programme en 2020. Elle travaille maintenant pour Kool-Aid Medical Center, notamment en soins pour la dépendance. Et elle travaille à l'hôpital Jubilee. Elle s'est rejointe à AVI Center en 2020 et elle y travaille toujours en fournissant des soins en alternative au fentanyl. Finalement, Tim Gauthier, qui est un infirmier de famille, il a une position à temps plein à la clinique à Alternative Sécuritaire. Il se concentre sur la prescription de produits dérivés du fentanyl et il a une position de leadership en tant que le boursier et gradué de ce programme. Il était aussi un membre fondateur de l'Association des infirmiers. Tim est très excité d'être avec nous, ainsi que les autres aussi. Je vais arrêter de partager mon écran maintenant et on va commencer la discussion de groupe. Tim, Laura, Kelsey, Ahmad, est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes? Super. Je vais commencer et évidemment, sentez-vous à l'aise de partager vos questions dans le chat ou dans la section questions et réponses en bas de votre écran sur Zoom. Je vais premièrement demander à chaque panéliste de répondre à la question « Quelle est une chose que vous avez appris par rapport à l'approvisionnement plus sécuritaire prescrit que vous pensez qu'on devrait savoir, nous tous? » Je commence avec Laura. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à l'approvisionnement plus sécuritaire prescrit que les autres ne savent pas? Je dirais que c'est très loin d'être un fait accompli. On est encore très limité avec un nombre très restreint de sites de prescription. On fait vraiment compétition avec des compétiteurs très qui nous mettent au défi, notamment les compétiteurs qui sont illégaux et qui fournissent ces substances de manière illégale. Cela disant, je pense que les gens font une décision plus informée lorsqu'ils accèdent à un approvisionnement plus sécuritaire. Ils sont mieux informés par rapport aux risques et ils cherchent quand même à faire des changements positifs dans leur vie et ils cherchent un recul et un abri de la stigmatisation et de la criminalisation qui vient avec la consommation de drogue. Donc, l'approvisionnement plus sécuritaire prescrit ou la PSP cherche vraiment à changer les choses pour le mieux actuellement. Merci, Laura. Superbe réponse.
Kelsey? Merci, Corey. Je dirais que, premièrement, c'est difficile de savoir ce que les autres ne savent pas, mais j'ai trouvé ça intéressant depuis qu'on a ouvert notre clinique et qu'on a fourni des options différentes de produits reliés au fentanyl. Ça nous a donné une manière, plusieurs différentes manières avec lesquelles je peux interagir avec mes patients. Euh, et donc, les gens font presque toujours la même chose avec plusieurs options. Ça me permet de vraiment parler de ce que les symptômes de la rétraction, à quoi ressemblent et être capable d'avoir ces conversations avec les gens, c'est important. Et pour toi, Hamad? Bon, je pense que le terrain de notre milieu change constamment et l'approche de gestion du personnel est importante aussi. Donc, je pense que les gens doivent être informés par rapport aux changements et les raisons derrière les changements. Personnellement, je pense que l'approvisionnement plus sécuritaire, prescrit, n'est pas une solution, mais c'est un élément clé dans une stratégie où on se dirige vers une plus grande sécurité et moins de surdoses. On veut que les gens puissent se rendre au sommet de la montagne qu'ils veulent grimper, ce grand défi qu'ils se donnent, et on veut leur donner les outils pour y arriver. Mais parfois, à cause de la dépendance, les gens se retrouvent plutôt dans un sable mouvant. Et donc, on se retrouve plutôt dans une situation où on leur lance une corde pour les sortir de ce sable mouvant pour se rendre dans une situation plus sécuritaire. Et éventuellement, on pourra les aider à grimper cette montagne. Merci, merci Hamad. Et Tim, qu'est-ce que tu as appris? La chose qui m'a surpris le plus, euh, c'est notamment que mes programmes prescrivent des doses plus réduites et ça permet aux gens de rester attachés au programme. Quand j'ai commencé, je pensais que nos doses étaient trop basses pour vraiment profiter aux personnes qui venaient à notre programme et qu'ils ne resteraient pas parce que les doses étaient trop faibles. Mais finalement, les gens nous ont dit le contraire, que c'était bénéfique et que et plusieurs personnes sont restées avec nous au long terme, notamment. Cela m'a surpris. Pour la prochaine question, il y a une question dans le chat par rapport à l'utilisation du mot accro. Et je m'excuse pour ce terme. Nous n'allons pas utiliser le terme accro. Nous allons utiliser le terme les personnes qui consomment des drogues. Je voulais aussi clarifier qu'on parlait de la perception des gens et que ce n'est pas les termes que nous choisissons d'utiliser. Nous allons maintenant parler de ce que c'est de travailler avec un approvisionnement plus sécuritaire. Qu'est-ce que vous pensez de votre situation de travail? Bon, je pense que similairement à la dernière question, je pense que l'approvisionnement plus sécuritaire prescrit me donne une manière améliorée d'interagir avec nos clients, souvent une manière améliorée et plus facile de communiquer leurs besoins à moi en tant que prescripteur. Et je pense que même si on compare avec d'autres programmes, on donne l'autonomie à nos clients d'atteindre leurs propres objectifs.
Et je pense aussi qu'on arrive à vraiment viser juste par rapport à la tolérance à la substance de nos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tim, qu'en est-il pour toi? Oui, je pense aussi que les options qui deviennent disponibles à nos clients, ça aide beaucoup. Mais je pense que la volonté de essayer des différents euh, produits et que les gens essayent de vraiment reconnaître l'utilisation sur la rue et de offrir quelque chose de compatible ou similaire. Par exemple, le fentanyl en poudre. Si on change un peu de vitesse, on peut parler des limitations de euh, l'approvisionnement plus sécuritaire prescrit. Bon, les limites, on peut dire que les limites, c'est que l'approvisionnement sécuritaire n'est pas fumable et que ça ne prescrit, ce type de prescriptions ne vont pas produire euh, un, l'effet stupéfiant. Et je dirais qu'une autre limite, c'est que les personnes qui sont sans abri ou sans domicile fixe, souvent ne sont pas capables de reconnaître là où ils sont dans leur situation de dépendance. Et les gens avec des problèmes de mobilité aussi continuent à souffrir. Je pense que l'approvisionnement plus sécuritaire doit être plus accessible plutôt qu'un programme boutique et haut de gamme qui ne dessert qu'un groupe restreint de personnes. Pharmacy perspective, what have you noticed in terms of limitations of prescribed safer Et supply? Ahmed, qu'est-ce que vous avez vu par les pharmacies? Qu'est-ce que vous avez remarqué de ce côté pharmaceutique? Alors oui, les produits commerciaux sont pas suffisants. Souvent, les personnes vont injecter des euh, millilitres trop élevés. Des fois, c'est pas assez élevé pour la tolérance des personnes. C'est différent. Souvent, le monde a besoin de mettre plusieurs patchs de fentanyl jusqu'à 10 et faire la rotation de ça, ça met des grands défis. Et souvent, il y a des limitations, il n'y a pas assez de place physiquement pour les personnes qui ont besoin. Et à travers la province, on voit que les différentes modalités changent, ils se développent. On a besoin plus d'expérience et preuves pour appuyer des différentes initiatives. Génial. Là, je vais peut-être prendre le temps de prendre quelques questions des participants. Et puis après, je vois qu'il y a une accumulation de certaines questions ici que j'aimerais répondre tout de suite ou vous poser tout de suite. Alors, je vais envoyer ça vers Kelsey pour commencer. Et la question vient d'Alyssa. Je ne connais pas tous les détails spécifiques de ce produit fentanyl mentionné, mais si quelqu'un peut nous donner un survol des options que vous avez mentionnées, comment une personne peut décider, c'est quoi l'option qui va mieux leur rejoindre? Oui, c'est une bonne question. Corey a mentionné, plus que les différentes pilules d'Ilodid, on a aussi d'autres produits de oxycodone. On donne aussi des patchs de fentanyl. Ça marche un peu comme des produits OAT. Alors, c'est quoi ces produits? Qu'est-ce que le monde dit? Est-ce que c'est un approvisionnement plus sécuritaire? Certaines personnes considèrent ça. Puis des fois, c'est une personne qui est moins flexible, ne peut pas rentrer chaque jour dans une clinique, peut-être juste 2, 3 fois par semaine pour changer leur page. C'est pour les personnes qui aimeraient avoir peut-être quelque chose comme un pilier pour les aider de ne pas rentrer dans les sentiments de sevrage ou une période de sevrage. On a aussi des pilules de fentanyl qui peuvent dissoudre en dessous de la langue. Et ça, c'est vraiment utiliser quelque chose 2 fois par jour. On peut donner, prescrire 2 fois par jour les patients pour arriver, peut recevoir les 2 doses, s'il peut rentrer 2 fois par jour. Alors, il ne peut pas prendre plusieurs au même moment. Alors, à cause que c'est le fentanyl, ça va être un mieux équivalent à l'opioïde que d'autres options dans la rue.
Souvent, les personnes peuvent prendre ça peut-être à la fin de la journée de la clinique et ça va leur aider jusqu'à dans la nuit, soirée, pour ne pas rentrer dans ce sevrage. Ils ont juste quelques heures à gérer jusqu'à la clinique réouvre le lendemain. L'autre type, et puis on a un autre qu'on peut injecter ou donner en dessous la langue. Les personnes qui vont recevoir de manière intraveineuse, ils peuvent le prendre, ils font une heure entre les doses pour une raison de sécurité. Ils vont recevoir un seringue de nos infirmières et ils peuvent utiliser dans notre installation pour opiacés. Et des fois, les personnes peuvent arriver à recevoir plusieurs doses pendant la journée, peut-être juste une dose s'ils ont juste le besoin pour une dose cette journée. C'est plus flexible, on voit que et des fois, les personnes arrivent pour recevoir leur dose de fentanyl. Et puis après, dans la journée, ils vont recevoir les patchs pour pas avoir un sevrage tôt le matin ou tard le soir. Alors, on a plusieurs options et j'espère que ça répond à vos questions. Alors, je pense que ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Et là, je vais demander à Tim, qui ne travaille pas à la même Safer Victoria, c'est quoi leurs options données à votre lieu de travail? Alors, notre programme n'offre pas le oxycodone. Nos stratégies de doses sont différentes. Nous, on donne les doses jusqu'à 4 fois, mais ils sont les plus petites doses. Et puis, l'autre type de fentanyl, il peut avoir jusqu'à 6 fois par journée. On parle de volume de fluide, comme Omen a mentionné. Des fois, ça peut vraiment, si c'est pas bien injecté, ça peut faire très mal, ça peut brûler un peu les peaux. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça et ça ne rentre pas directement dans leurs veines. Certaines personnes peuvent mettre ça dans leurs muscles. Des personnes ne tolèrent pas les différents types d'injections. Alors, on essaie d'avoir plusieurs flexibilités. Merci beaucoup. Alors, on voit une prochaine question. Je vais diriger ça à Laura. Peut-être tu ne vas pas savoir exactement c'est quoi le pourcentage, mais on demande c'est quoi le pourcentage des clients qui ne peuvent pas rentrer 2 fois par jour. Et c'est quoi les raisons pratiques que le monde ne peut pas rentrer dans les cliniques 2 fois. Je ne peux pas parler exactement de pourcentage exact et les raisons sont très divergentes. Les personnes sont sans abri, habitent dans les campements. Il y a tellement différents facteurs comme la violence, l'harcèlement, les différents préjugés. Souvent, les personnes souffrent les douleurs incompréhensibles, qu'ils ont juste encouragé, qu'ils ont besoin d'aller jusqu'à une clinique jusqu'à 3 fois par jour. Et les douleurs rendent ça impossible. Tous ces différents éléments que je viens de mentionner, on n'a pas nécessairement les sites les plus accessibles qui sont disponibles. Certaines personnes sont poussées de plus en plus loin de ces zones qui sont plus accessibles. Et j'ai aussi mentionné que les personnes ont des enjeux de santé mentale. Ils ont besoin de soutien pour réellement arriver. Et peut-être quelque chose ne fonctionne pas bien avec les sites. C'est juste pas compatible. Et on est de juste avoir une manière holistique pour vraiment rejoindre tout le monde. J'aimerais que cette soutien vraiment capable de rejoindre le monde où ils sont et que ces personnes ne seraient pas obligées de se rendre à un site. Je pourrais continuer, mais je pense que j'ai fait le point que je voulais faire. Alors, merci, génial. Et j'aimerais arrêter, faire un pause des questions d'audience et je vais poser une question pour tout notre groupe. On parle de cette terminologie modèle flexible. C'est souvent utilisé par beaucoup de nos programmes, les programmes dans lesquels on travaille ou avec qui on travaille, on les réfère, on explique comment c'est un programme flexible, mais le Santé Canada
parlent de ces modèles flexibles et c'est leur modèle. Mais est-ce que c'est vraiment nos programmes d'approvisionnement plus sécuritaires, presque, est-ce qu'ils sont réellement flexibles? Alors, selon moi, oui, je pense que ça, si ça fonctionne dans des différentes politiques et des pratiques pour rendre les soins le plus accessibles possible, pour vraiment avoir le chance de réellement accéder à ces approvisionnements plus sécuritaires. Il faut juste s'assurer que les processions sont à jour, que les personnes ne vont pas être en manque quand ils ont besoin, et aussi d'être capable d'ajuster en haut vers le bas pour vraiment être capable de atteindre nos objectifs. Il faut être flexible. Je réalise que 6 personnes par jour meurent en Colombie-Britannique à cause des surdoses. Alors, le modèle qu'on a en ce moment, ça ne marche pas. On a besoin d'être plus flexible dans nos réflexions, dans nos modèles, de trouver un modèle qui va éliminer ou réduire les surdoses. Alors, on a besoin de rester flexible, changer les procédures, les politiques, changer les produits prescriptifs, les drogues qu'on utilise, de continuer à chercher qu'est-ce qui va mieux fonctionner. Alors, je pense que cette survol, le pratique de jour à jour, qu'on est le plus flexible qu'on peut être dans le cadre qu'on est donné. Et peut-être en travaillant avec différents niveaux de gouvernement, on pourrait trouver une autre manière d'être encore plus flexible. Merci, c'est une réponse parfaite. Tim, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on est flexible dans nos modèles? Ou je pense que réellement on essaie. Chaque programme essaie d'être le plus flexible qu'il peut selon les constraintes, les limites qu'ils ont sur le programme en particulier. Par contre, en disant cela, j'ai dit comme les heures d'opération, les heures, ces programmes sont ouverts, c'est 8 à 4, 10 à 6, juste les heures de typiquement un virtuel, mais ça, c'est pas les heures que le monde sont limités pour consommer différentes substances. On consomme pendant toute une journée. Alors, quand on voit des différents modèles de soins, il faut ajuster de vraiment élargir comment on peut offrir ces services. C'est juste la manière pratique des heures d'ouverture, ça pourrait bien changer. Et Kelsey, pour toi, qu'est-ce que tu penses? Alors, oui, je suis contente que vous m'avez posé la question. Je voulais rajouter, j'allais interrompre Tim parce que je voulais remettre. Je pense que la flexibilité, il y a deux perspectives quand je réfléchis. C'est centré sur la patient, sur la personne, comment nous, dans les professionnels de santé, des fois, comment on voit les médications, les prescriptions, c'est pas réaliste pour une personne. Ils vont pas être vraiment rejoindre leurs besoins. L'exemple qu'on a donné, c'est Fentor. C'est 2 fois par jour pour recevoir la dose. Mais Tim, qu'est-ce qu'ils font? C'est 4 fois par jour. Mais parce que ça suit les besoins des clients. Ça, c'est une manière d'être flexible. Et quand on parle des personnes qui vont prescrire les drogues, comment ils vont ajuster les politiques pour vraiment rejoindre qu'est-ce que le monde sont en train de nous dire, pour entendre dans les premières lignes qu'est-ce qui marche et pas juste continuer à faire les mêmes choses parce qu'on a l'habitude, on a toujours fait ça comme ça. Merci, Kelsey. Et dernière, mais pas le moindre, Laura, full flexibilité. Moi, je suis pas trop flexible ces jours-ci. Encore une fois, on a vraiment besoin de rejoindre le monde où ils sont dans le contexte de leur vie, comme Tim a dit, un ajustement des horaires d'ouverture parce que le monde consomme pendant toute la journée, n'importe quel moment pendant la journée. Et on sait souvent que la population, la clientèle, vit souvent plus la nuit et à cause des stigmas, des préjugés, l'harcèlement. C'est juste comment notre société construit et que souvent les personnes sont poussées dans la nuit, de vivre la nuit, dans les ruelles, dans la noirceur, et on n'offre pas l'approvisionnement plus sécuritaire pendant la nuit. Et les personnes rejoignent les différents affaires toxiques et vont surdose. Alors, ça serait tellement mieux s'il y avait quelque chose 24 sur 24 que les personnes pourraient aller quand elles ont besoin. Elles ont besoin au moins 20 heures sur 24
Parce que une urgence de l'hôpital, hein, ça sauve des vies, c'est là, c'est une réponse à une urgence chronique. Alors, on a besoin de répondre à cette urgence chronique. C'est pas suffisant. Bon, c'est pas juste quelque chose devrait être facile, c'est supposé d'être une réponse à une crise et on a besoin de garder ça en idée qu'on continue à réfléchir. Je peux pas dire à quel point c'est une urgence. Juste- Et je pense on utilise toujours des réponses punitives ou punitions. On va réagir, on va couper les appels, on va parler des divergences, comment cette personne qui utilise, qui se consomme, c'est un criminel. Et ça, c'est une personne, c'est des êtres humains. Merci. Merci, Laura. Je pense qu'on va retourner pour regarder les questions des personnes participants. Si vous aimeriez vraiment plus de détails sur les dosages et différents détails sur les perceptions clients, alors si vous aimeriez des politiques de dosage et d'autres choses, s'il vous plaît, envoyez-nous des courriels. On peut partager nos politiques directement avec vous. Alors, moi, je vais poser ces questions. En ce moment, je vais commencer avec Tim. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire pour avoir plus de prescripteurs ou personnes qui prescrivent d'être sur le même travail? Qui a besoin d'être impliqué dans cet appui? Je pense que l'échange de connaissances significatif, c'est très important. En tant que prescripteur, on a toujours besoin d'être guidé par l'évidence. Et on n'a pas le même niveau d'évidence que l'on a pour d'autres types de thérapies. Nous avons de l'évidence anecdotique. On a des évidences qualitatives aussi pour supporter nos modes de prescription. Mais si on pouvait travailler de manière moins séparée, si on ne travaillait pas en silo, si on ne travaillait pas dans un domaine si niché, ça nous permettrait peut-être d'intégrer des thérapies comme l'oxycodone, Fentora, des choses qui sont disponibles, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances. Ça pourrait être plus facile pour nous de les mettre en œuvre si on travaillait avec plus d'échanges de connaissances et si on travaillait de manière plus rapprochée avec d'autres domaines. Kelsey, qu'est-ce que tu penses qui pourrait fonctionner pour vraiment améliorer la pratique parmi les prescripteurs? Comme Tim a dit, je pense que la traduction des connaissances et le partage des connaissances, comme créer des protocoles provinciaux qui ne sont pas spécifiques aux chemins, aux avenues de financement. On a aussi les consignes OAT qui nous restreignent. Créer une meilleure approche à l'approvisionnement plus sécuritaire, ce type d'approche pourrait nous sortir de ce monde du débat, le monde inconfortable, et de normaliser un peu ce que l'on fait. Je sais que plusieurs prescripteurs sont concernés par la diversion et la diversion, la volonté de diverger les personnes qui sont dépendantes vers d'autres substances leur empêche de prescrire souvent. Et je pense que les gens seraient plus à l'aise d'utiliser prescrire les patchs, les collants de fentanyl si les heures d'ouverture étaient plus longues, par exemple. Je pense que les choses se passent très bien et j'ai eu un message de la part des organisateurs pour me dire qu'un lien va être placé dans le chat pour l'évaluation du panel que nous avons aujourd'hui. Nous allons donc
annoncer le sondage Zoom, ils vont partager le lien. Pendant que je recueille mes idées, je vous encourage à regarder la question, répondre au sondage et j'aimerais présenter la question à Tim. La question était, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le fentanyl de manière sublinguale? Je m'attendais à ce que ce soit une réponse plus longue, mais tu dis non. Bon. J'ai une question pour Ahmad maintenant. On a parlé d'intégrer les pharmacies en tant que membres du réseau de l'approvisionnement plus sécuritaire. Quel type de malentendu peut-il avoir du secteur de la pharmacie et comment est-ce qu'on peut les intégrer à nos programmes? Je pense que le rôle clé pour les pharmacies, ça serait de veiller à ce que les médicaments soient prescrits de manière sécuritaire par rapport aux protocoles qui sont utilisés. L'autre rôle clé, c'est de communiquer avec les infirmiers et infirmières pour veiller à ce qu'ils soient vraiment à jour et informés par rapport aux changements qui peuvent changer par rapport aux doses ou aux besoins de certains clients. Par rapport à ce qu'on a dit plus tôt, c'est veiller à l'inventaire et l'approvisionnement régulier pour pas qu'il y ait de pénurie. Gérer avec les fournisseurs et communiquer avec les différents membres de la chaîne d'approvisionnement, c'est essentiel. Et c'est essentiel aussi pour gérer le nombre de participants et de clients d'ici à ce que, par exemple, la pénurie soit terminée. Souvent, moi-même, je vais à la compagnie qui fournit les organisations, je leur communique directement. Quand je travaillais à Victoria, dans ma pharmacie, on faisait plus de ventes de produits fentanyl que le reste du Canada combiné pour les ventes légales. Et donc, les patchs, comme on les appelle, euh, on n'anticipait pas qu'ils seraient utilisés de cette manière. Et donc, si on les utilise sans se coordonner avec les fournisseurs, évidemment, il va y avoir une pénurie. Donc, la pharmacie peut être une institution importante pour médier entre les organisations et les fournisseurs. Superbe réponse. Merci, Ahmad. Je vais passer à travers quelques autres questions. Laura avait parlé de ne pas comparer l'approvisionnement légal et l'approvisionnement illégal. Est-ce qu'on peut comparer le fentanyl à la benzodiazépine? Bon, nous n'avons pas de protocole pour ceci. Nous ne prescrivons pas des opiacés avec la benzodiazépine, mais c'est un sujet assez chaud et c'est possible qu'à l'avenir, ça devienne un protocole, mais en ce moment, ce ne l'est pas. Et je pense que c'est un problème pour plusieurs de nos clients. William, quelle dose est-ce que tu utilises pour stabiliser les gens, les clients? Si c'est 250 000 microgrammes 4 fois par jour avec 1 heure entre les doses, le protocole avec la plus haute dose, c'est 3200 microgrammes. Mais on a quelqu'un qui gère une dose de 6 000, mais en général, c'est 3200. Ria demande, qu'est-ce que nous avons appris par rapport à la consommation des opiacés en général? Safer Victoria a partagé ses statistiques de manière publique et on voyait que 75% des répondants disaient que l'accès leur recours aux sources illicites
a été réduit suite à leur programme. Ce centre fournit aussi à chaque trimestre des statistiques. Donc, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des considérations pour les gens qui utilisent des doses élevées? Oui, il y a un protocole séparé pour les personnes qui ont besoin de doses élevées et on veille toujours à ce qu'on évalue nos clients parce qu'il y a souvent des différents enjeux comme la constipation ou d'autres enjeux du tract gastro-intestinal, pardon. Et donc, on veille toujours à surveiller les protocoles et évaluer nos clients pour ne pas provoquer ce type de problème. Est-ce que vous réfléchissez à commencer un programme de timbre de fentanyl dans des lieux où les professionnels des soins peuvent être indisponibles pour soutenir ce type de produit? Bon, je pense que ces types de timbres sont utiles à cause de leur durée. Ils peuvent être utilisés simplement 3 fois par semaine. Et quand les gens arrivent dans nos centres pendant des journées fériées, par exemple, c'est très utile aussi. Au-delà de ce que nous faisons à Cooley et à Safer Victoria, nous avons commencé un programme dans une pharmacie qui est fermée pour les journées fériées et les fins de semaine. Nous avons commencé des conversations avec nos clients pour leur dire que vous pouvez venir ces journées. Si vous venez telle journée, il n'y aura personne ici. Ça a été utile pour certaines personnes, mais ça n'a pas fonctionné pour certains de nos clients. Et ça souligne l'importance d'être flexible. Mais avec les bons clients, on peut, avec la très bonne communication, vraiment avoir des programmes qui sont ouverts 3 jours par semaine et avoir quand même un service efficace. On a aussi lancé un programme avec une autre pharmacie dans lequel, pour les journées fériées, par exemple un lundi, ils allaient dans une pharmacie différente. Ils pouvaient quand même avoir leur dose un lundi plutôt que de devoir attendre. Donc, ça prend un peu de créativité et beaucoup de communication pour trouver des solutions qui fonctionnent pour nos clients. Je vois qu'il y a beaucoup d'appréciation pour la question de la pharmacie. Je vais te donner encore une question, Hamad. As-tu déjà eu des problèmes avec des vendeurs à grande échelle lorsque tu as commandé des médicaments? Oui, quand tu communiques avec des fournisseurs, des grands fournisseurs, communiquer avec eux et exprimer vraiment, partager de l'information par rapport à ce que vous faites, partager les lignes directrices du gouvernement et des différentes études des organismes, c'est très important aussi parce que c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, il peut y avoir des enjeux. Nous, ça a déclenché une investigation par rapport au montant de narcotiques que nous avions dans notre possession, mais d'avoir un inventaire très solide et méticuleux, c'est très important parce que si ce type de situation se produit, le gouvernement va pouvoir vraiment examiner votre pharmacie et tout sera en ordre. Donc, fournir aux fournisseurs eux-mêmes des statistiques et des articles et des documents, c'est très utile. L'autre question par rapport aux pharmacies, c'est est-ce qu'il y a une manière d'influencer les pharmacies ou les fournisseurs pour qu'ils produisent des produits, la manière dont les produits dont nous avons besoin, par exemple, des timbres de fentanyl à dose plus élevée, etc. Ou sinon, est-ce que les pharmacies pourraient influencer les produits qui sont créés? Bon, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Si j'avais la réponse à cette question, les produits existeraient déjà. Mais moi, quand je parle aux représentants de produits génériques et ils nous disent, est-ce que tu pourrais vendre notre produit? Ben, je leur dis, bon, ben, si tu peux nous produire le timbre de fentanyl avec
15 microgrammes tel que nous l'avons besoin, ça peut être un incitatif pour eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils forment la dose que l'on demande que le produit répond aux besoins. Donc, j'essaie de faire des plaidoyers euh, dans mon rôle, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace lorsque ça vient du gouvernement. Ultimement, ils pensent que c'est un programme niché. Avec le timbre de fentanyl, je dis souvent que plusieurs de nos clients peuvent avoir des besoins de plus que un certain nombre de microgrammes par heure. Donc, essayer de trouver des différents angles de discussion qui peut être intéressant pour leur point de vue, qui est plutôt économique et transactionnel. C'est important. Encore une fois, faire des plaidoyers au gouvernement, c'est important. Le gouvernement de la Colombie-Britannique poursuivait en justice pour des enjeux de drogue. Et donc, si ça vient du gouvernement, il y a toujours un meilleur incitatif. Et si les pharmacies rejoignent tous le mouvement et qu'ils réalisent que ce n'est pas juste à Vancouver qu'on en parle et qu'on en parle partout à travers le pays, ça pourrait aider les choses aussi. Donc, il faut être proactif. Also that we want to make sure that we On do. va continuer, on va bientôt terminer le temps qu'on a prévu. Alors, je veux répondre et reconnaître toutes les questions qu'on a vues. Alors, on va poser quelques autres questions et avoir quelques réflexions vers la fin. Je ne sais pas, Alex, voilà comment vous terminez normalement vos webinaires, si on coupe très brusquement ou si on peut continuer. On a une dernière 30 minutes. Alors, vous avez demandé pour 90 minutes. Alors, on a dit oui, c'est ça. Alors, on a 30 minutes. Ça ne fait pas. Alors, Kurt, pour vous, on a besoin, qui dit on a des connaissances de l'héroïne. On va créer, manufacturer au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent de fentanyl et aussi d'ajuster la tolérance que le monde a. Alors, l'approvisionnement typique. Alors, cette question, on sait que Safer Victoria, c'est un groupe qui essaie de pousser le gouvernement, que l'option que le monde cherche souvent, c'est l'héroïne. Et aujourd'hui, c'est vraiment le panel, on parle de le fentanyl prescrit comme l'approvisionnement plus sécuritaire. Par contre, on n'a pas dit que c'est pas mieux que d'autres prescriptions. Tracy Day a dit, le gouvernement, on essaie d'approcher pour avoir les patchs ou les thèmes de fentanyl à plus différentes doses, plus élevées. Par contre, oui, je suis d'accord que le gouvernement pourrait pousser plus clair. C'est quoi les différents modèles de réglementation pour les prescripteurs? Est-ce qu'il y a eu des politiques pour réglementer les prescripteurs? Tim, est-ce que tu peux répondre à ça? Moi, je ne sais pas le nombre de repousser ou contre les infirmières pour prescrire pour là, on a les prescriptions et on est appuyé pour prescrire les alternatives sécuritaires. Au moins, si on le fait avec la preuve qui est crédible et selon les politiques qui existent. Et si on fait référence à ces différents protocoles, normalement, on est correct. Il y a souvent les limites, c'est plus les programmes. C'est nos limites parce que les produits sont nouveaux. Et souvent, les protocoles, les politiques qu'on utilise, ils sont créés d'une certaine manière. Il n'y a pas beaucoup de manière de créer les changements sur place, de collaborer, considérer avec l'équipe. S'il manque du temps, il y a un délai dans le temps, on ne peut pas aller assez vite.
On voit qu'on a quelques autres questions ici. On parle des différentes doses de Wacom ou de vraiment témoigner le dosage. Souvent, on entend de ce modèle médical, on a besoin que un personnel, un membre de l'équipe va témoigner de l'ingestion ou l'utilisation de prescription. Est-ce que flexible, ça veut dire que le monde peut prendre leur dose chez eux ou juste le chercher dans une clinique ou pharmacie, mais pas être vraiment observé en train de prendre les doses et non, oui, de témoigner la consommation et c'est clair que c'est un obstacle incroyable. Laura, veux-tu parler des différents obstacles que le monde en jeu quand on parle de cette ingestion, consommation, à témoigner? Vous, je peux parler, essayer de parler de ça un petit peu. Euh, oui, c'est clair, il y a des préjugés sur cette idée de témoignage de l'injection ou l'utilisation que le monde sent, les personnes comme devraient sentir qu'elles sont indépendantes pour administrer leur propre dose, substance que ces personnes utilisent. Et c'est difficile d'avoir tout d'un coup une personne qui va gérer dans vos affaires privées le processus de comment le monde consomme les drogues. C'est une expérience personnelle et c'est très difficile de ne pas sentir que c'est une pratique envahissante, de se sentir témoigner de cette consommation. La communication a besoin d'être très claire pour expliquer pourquoi une équipe travaille, comment une équipe va travailler sur l'autonomie, mais en attendant, on a besoin de répondre aux personnes qui créent ces politiques, les gouvernements, que les personnes devraient être capables de prendre leur dose chez eux et chez elles quand c'est possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait être capable d'aller vers cela pour que le monde puisse aller de l'avant avec leur vie. Parce que ce n'est pas un traitement médical, c'est une réponse à une crise. Je veux répéter ça. Alors, cette idée de témoigner le dosage, la consommation, ça semble que c'est un traitement. Ça a ce sentiment de traitement. Et on veut vraiment sentir que c'est une réponse à une crise, que les personnes peuvent utiliser, consommer leur drogue, peu importe quand et où ces personnes ont besoin d'utiliser pour que ça. Désolée, j'ai le tout, mais ça a besoin d'arriver avec les personnes et leur vie et ce processus peut vraiment créer des problèmes. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je vois plein de petites images, des cœurs et tout ça. Je pense que tu as très bien répondu à ces questions. Je vois des cœurs, des applaudissements virtuels. Et on va passer le micro à Kelsey pour les prescripteurs, pour cette idée de témoignage de consommation, de recevoir le dose. Ça, on a besoin d'avoir une discussion sur tous les niveaux, protocole, politique, dans chaque clinique, pour garder sa affaires de ces doses témoigner, ça rend tout le processus très médical. Et ça, c'est un gros obstacle pour beaucoup de personnes qui utilisent le programme. Pour le prescripteur, de vraiment témoigner le dosage, on le sent plus confortable parce qu'il y a tout ce discours. Qu'est-ce qu'on fait si la mauvaise personne va recevoir un dose? Non, non, non. Mais on sait que les préjugés, les stigmas qui sont créés quand on essaie quand on force les clients à faire témoigner leur dose. Et souvent, les personnes vont juste sentir tellement mieux quand ils peuvent aller chez eux, chez elles avec cette dose. Ça va tellement changer. Alors, si on peut avoir de flexibilité dans les équipes, dans les programmes qu'on développe, on peut au moins discuter peut-être quand c'est approprié que quelqu'un prend ça chez eux ou non. Et on a des différents critères
peut-être il y a des différents critères pour les candidats qui peuvent accéder à de prendre ça, leur dose chez eux à la maison. Et des fois, les personnes ont eu la chance de prendre ça chez elles, mais la personne était déstabilisée, alors on a retourné au ancien protocole. Et des fois, quelqu'un n'était pas assez stable. Et puis, avec un témoin, ça a pu aider avec leur stabilité. Alors, on a besoin de la communication avec l'équipe, de faire un suivi. Souvent, une seule processus qui est très médical ne marche pas pour tout le monde. Merci, c'est fantastique. Tranquillement, on passe à travers toutes nos questions et commentaires. Vous pouvez continuer à rajouter. Quand on a dit un des affaires qu'on a entendu récemment, qu'on parle d'approvisionnement sécuritaire, c'est qu'est-ce que le monde utilisait avant qui commençait. Et souvent, il était forcé à commencer sur les doses plus bas qui n'atteignent pas leurs besoins. Alors, comment, Tim, est-ce que tu peux parler un peu de jumeler avec les besoins en termes des montants, des drogues, des consommations de différentes personnes? C'est clair, c'est difficile de répondre. Nous, c'est organisé par les parents. Nous, on a le niveau de dosage, c'est vraiment plus petit que d'autres. Il y a d'autres programmes qui peuvent changer leur dosage. Nous, c'est vraiment une absence prolongée. On fait pas les ajustements quand on commence. On ne pense pas que quelqu'un va manquer les étapes dans ce processus. Alors, moi, je suis vraiment limitée dans les montants que je peux prescrire dans notre programme. J'avais des gros craintes avec ça dans ce programme, mais j'ai vu souvent c'est même plus petite dose peut vraiment améliorer les qualités de vie de certaines personnes parce que les petites doses données de manière fréquente peut atténuer certains problèmes ou risques. Et on a d'autres programmes. Peut-être certaines personnes n'aiment pas le fentanyl et ils vont essayer Fentoran et un autre. Et si on va l'utiliser pour quelques jours, et on va retourner à fentanyl, sinon les pilules hydromorphines, il y a plusieurs. On essaie de faire des différents mélanges. Et quelqu'un ne va pas être sorti officiellement du programme, même s'ils vont quitter pour quelques mois et qu'ils ne veulent pas participer. Ces personnes restent sur la liste de priorité. Alors, si jamais la personne veut revenir, il peut retourner à notre programme. Ils ne vont pas être officiellement sortis du programme. Et Laura, maintenant, à vous la même question. Je ne sais pas vraiment comment répondre. Je pense, encore une fois, les personnes qui utilisent l'approvisionnement de la rue, souvent les personnes qui consomment depuis longtemps, ils savent que c'est fonctionnel comment juste l'héroïne traditionnelle. Et les consommateurs et consommateuses plus jeunes vont pas savoir les effets plus relaxants que l'héroïne peut offrir différent que fentanyl et cette comment héroïne peut laisser une manière de fonctionner ou d'être fonctionnel différent que fentanyl. Alors, les personnes qui commencent à avoir besoin d'utiliser plus souvent. Alors, ça rajoute à cette anxiété de ces menaces, même avant qu'ils sont physiquement malades à cause de sevrage ou d'autres choses. On ne parle pas de ça. Alors, cette fréquence d'être obligé de consommer le dosage et ce temps entre les deux doses, souvent, on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a certaines personnes qui vont essayer les prescripteurs vont essayer d'aller plus loin pour rejoindre le besoin. Mais si un participant a l'habitude d'accéder aux drogues, quelque chose que la personne peut fumer, un produit fumable,
Ça ne va pas adresser, même si on demande la dose, peut-être la personne n'a pas besoin le drogue de manière aussi fréquente. C'est l'effet psychologique, c'est qu'elle a besoin de cette fréquence. Et on ne peut pas remplir ces trous parce que si on dit, fait cette divergence, parce que ces personnes ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent consommer, de remplir ces espaces et cette anxiété qui peut réellement devenir un genre de handicap ou... Désolée, aide-moi à conclure. Je ne sais pas comment le terminer. Moi, je pense que tu as très bien répondu à cette question. Je pense qu'on va vers la fin. On a quelques questions quand on parle de diversion. Alors, un peu cette recherche, on a vu un lien dans le clavardage que Robin a rajouté. Je ne sais pas, c'est de revoir la diversion pour l'approvisionnement des soins de santé. Le lien, c'est dans le clavardage. Et maintenant, j'ai une question pour tout le monde. On va commencer avec Ahmed, puis aller à Tim. Avec toute la différence de programme, c'est quoi la manière de monter l'échelle de l'approvisionnement plus sécuritaire en gardant un modèle flexible? Alors, je pense qu'on a besoin plus de professionnels, des pharmaciennes, des infirmières qui sont là. On veut avoir une profession santé des pharmaciens le plus accessible. Alors, on a besoin de plus de pharmacies qui vont donner ces médications et ces prescriptions. Il y avait des prescriptions sur chaque coin de rue, dans chaque petite ville, dans une province. Alors, si tous les pharmaciennes pouvaient avoir les protocoles, on pouvait développer encore plus les protocoles, les politiques, les partager pour le rendre plus accessible à travers la province, partout. Je pense que ça, c'est une manière d'en le faire. Et c'est aussi de répondre à des différents stigmas ou les préjugés qui viennent avec certaines professions souvent. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler dans ces milieux. Il faut faire cette éducation ou sensibilisation, comment ça peut vraiment redonner. Peut-être ce monde pharmaceutique peut aller de l'avant et veut prendre à partir de ces initiatives. Et Tim, comment est-ce qu'on fait pour échelonner nos projets à plus grande échelle? Bon, je pense que moi, quand j'ai commencé avec notre projet, on était déjà dans un site d'injection supervisée, comme plusieurs autres organisations à travers le pays. On a eu moi, j'ai été amené au programme en tant que prescripteur et en tant que spécialiste. J'ai pu superviser le programme et j'ai travaillé de manière très proche avec la pharmacie. On a des infirmiers qui sont dans la section des fournisseurs et on a aussi du personnel, une infrastructure qu'on peut fournir dans d'autres organismes s'ils ont le soutien suffisant pour intégrer les personnes. Et pour vous, Kelsey, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la flexibilité et l'accessibilité? Bon, je répéterai ce que Tim a dit par rapport à l'intégration de ces programmes dans des lieux comme des sites de consommation sécuritaire. Il faut normaliser ces protocoles. Et le terme que Laura a utilisé, c'est les programmes boutiques. Effectivement, il faut que ça arrête d'être des programmes boutiques nichés haut de gamme. Et vraiment, ça doit devenir des programmes qui peuvent servir à plus grande échelle, une plus grande population. Et les protocoles doivent refléter ceci. Donner le pouvoir aux prescripteurs de suivre des protocoles très distincts et qu'ils se sentent aussi comme s'ils ont la permission de faire ce type de prescription, qu'ils se sentent sécurisés plutôt qu'insécures lorsqu'ils prescrivent. Ce serait une très bonne amélioration. Finalement,
À toi, Laura. Bon, si on regarde le contexte historique et le contexte de la vie des gens, je pense que j'aime l'idée de normaliser ce type de protocole dans des pharmacies et dans les points de service pour les opiacés, mais aussi que les infirmières et les prescripteurs se rendent dans les communautés pour servir les gens qui n'ont pas la mobilité ou qui n'ont pas les moyens de quitter leur voiture, leur tente, leurs abris, pour pas qu'ils soient laissés pour compte. On a besoin de trouver des meilleures manières de fournir des services aux survivantes et survivants de violences sexuelles. Imaginez si on pourrait faire cela. Autant de différentes personnes et de vécus qui existent, il faut être capable de fournir autant de services discrets. Plusieurs personnes ne veulent pas aller à une pharmacie. Peut-être qu'ils pourraient avoir leurs substances livrées. Ce sont toutes des choses qu'on peut faire pour déstigmatiser, décriminaliser les gens. Et les raisons pour lesquelles ils deviennent dépendants doivent être reconnues. Et c'est pourquoi on doit varier le type de réponse à ces besoins. Je répète que nous sommes dans une crise et que nous retrouvons dans une urgence, une crise. J'apprécie vraiment ce panel et j'apprécie vraiment tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais je me rappelle aussi qu'à chaque heure que nous ne sommes pas en train de distribuer, nous perdons des gens, des êtres humains. Ouais, les réponses ne sont pas toujours réconfortantes lorsqu'on examine ces problèmes, mais trouvons une réponse adéquate pour cette crise des opiacés. Trouvons une réponse adéquate comme nous l'avons fait pour les autres crises. Cela a été une vraiment superbe expérience. Je remercie tout le monde et j'ai décidé de garder cette question pour la dernière. Ça vient de William. Il demande comment est-ce que vous faites pour répondre à la résistance et les personnes qui sont contre ce type de programme et qui disent que, en fait, c'est une manière de encourager l'utilisation de drogue. Donc, cela encourage les gens à faire quoi? Quand on fournit, quand on donne de l'accès à un approvisionnement sécuritaire, qu'est-ce qu'on les encourage à faire réellement? L'alternative pour eux, c'est d'aller accéder à un approvisionnement qui est dangereux, qui peut être mortel. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on encourage l'utilisation sécuritaire. Les gens perdent des membres de leur famille, des amis. Donc, on n'est pas en train d'encourager les gens à utiliser de la drogue. On encourage les gens à prendre des meilleures décisions. On encourage les gens à faire comme moi je l'ai fait, d'abandonner des substances, qui créent la dépendance. Je trouve que c'est une question très perturbante lorsque les gens nous disent que nous encourageons les gens. Ahmad, est-ce que tu as des dernières réflexions? Moi, je trouve ça difficile. Je pense que Laura a vraiment bien répondu à la question. Il faut revenir au fait que les gens sont des êtres humains. Il faut leur faire confiance. Il faut les écouter. Il faut écouter leurs expériences et leurs besoins. Ils vont nous dire ce qu'ils ont besoin pour survivre et pour se rétablir. Je ne pense pas que nos programmes rendent
l'utilisation des opiacés beaucoup plus attrayante pour les gens. Je pense vraiment que c'est un outil de survie. Si les gens sont, comme j'ai dit dans mon analogie, dans des sables mouvants, il faut leur lancer une corde. Il faut leur sortir de cette situation avant qu'ils se retrouvent engouffrés. Et il faut éviter qu'ils se retrouvent à utiliser s'approvisionner dans des sources dangereuses. Si 70% des personnes qui buvaient de la bière mouraient cette semaine, on ferait tout de suite un rappel des produits de bière. Mais il n'y a rien qu'on peut faire pour le fentanyl en ce moment, parce que ce n'est pas comme une bière. On peut pas contrôler l'approvisionnement actuellement. Donc, il faut prendre des dispositions pour sauver des vies et aider les gens à monter cette montagne pour vaincre la dépendance. Kelsey? Oui, on pense que les commentaires autour de l'encouragement de la consommation sont vraiment enracinés dans la soi-disant lutte contre la drogue. Et c'est un discours très dangereux. La légalisation de l'alcool n'a pas encouragé l'alcoolisme, ça a mis fin à des sources d'alcool dangereuses. Donc, si on peut remplacer le marché de drogue qui est toxique, on devrait le faire. Nous avons énormément d'évidences et d'études qui nous disent que ces programmes ne sont pas des programmes qui encouragent la consommation. Mais il faut trouver des manières éloquentes et politiquement correctes de nommer ce type de discours qui est un discours faux quand ce discours se pointe. Wow, je n'arrive pas à croire qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Tim, vous avez le dernier commentaire sur la dernière question. Bon, c'est difficile de répondre à cette question, mais je dirais que lorsqu'on me dit qu'on encourage la consommation de drogue, qu'on supporte la consommation des gens, je trouve ça dérangeant parce que si on faisait le contraire de ce qu'on fait en ce moment, ça serait de faire rien. Et on est dans une crise dévastatrice. Et ceux d'entre nous qui travaillent, ceux et celles d'entre nous qui travaillent, c'est un moment terrible. On le reconnaît. Nos clients souffrent et c'est horrible de voir ceci. Cette épidémie de drogue continue à décimer nos communautés. Et il faut être capable d'encourager la survie, l'autodétermination et le bien-être des gens. Et c'est cela qu'on fait avec les ressources que nous avons. On travaille ensemble pour essayer de changer les choses pour le mieux. Bon, je vous remercie énormément pour votre travail et pour votre présence ici aujourd'hui. Vous nous avez vraiment partagé énormément d'informations utiles. J'en ai appris beaucoup. Je vais partager mon écran rapidement. Vous pouvez voir la diapositive. Donc, si vous voulez du soutien pour votre programme de APSP, d'approvisionnement plus sécuritaire prescrit, vous pouvez nous contacter et on va trouver des manières de vous soutenir. Vous voyez notre adresse email qui est là. Merci encore à nos panélistes et merci à tous les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui virtuellement. Merci beaucoup. Un grand merci à Corey, notre facilitateur. Merci à nos panélistes. Vous êtes superbes. J'aimerais remercier les gens qui ont participé et merci pour vos questions. Vous avez des super bonnes questions. Et merci à nos interprètes qui ont parlé très rapidement pour garder la vitesse avec nos panélistes.
Et sur ce, je vais arrêter d'enregistrer la réunion et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Cet enregistrement va se retrouver sur notre site web. Ça nous prend toujours 1 ou 2 journées pour la télélourder sur notre site web, mais elle y sera très bientôt et vous allez pouvoir partager cette vidéo avec des amis ou des collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Merci beaucoup.